Je vais commencer directement. Nous vivons une histoire compliquée ce jour-ci. Dans quelle mesure la récupération de la mémoire culturelle, disons-le ainsi, nous aide-t-elle à comprendre d'une part le monde dans lequel nous vivons et d'autre part à y faire face? C'est un rôle trop difficile pour la culture? On prétend trop? Moi, je pense que l'une des vertus de l'art, de l'histoire de l'art, des musées, c'est d'abord de nous faire comprendre très simplement, très intuitivement et très concrètement qu'il y a un passé et donc qu'il y a une histoire. Et je ne prétends absolument pas dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mobiliser pour que nous évoluions mieux tous ensemble. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que c'est extrêmement important que les gens aient conscience que nous nous inscrivons une longue temporalité chronologique. Et de ce point de vue-là, eh bien, je pense qu'en effet, l'art a un rôle à jouer qui est formidable, puisque ça rend sensible ce qu'est le passé, ce qu'est une histoire. Mais on peut dire que l'art a aussi un rôle thérapeutique parce que dans votre livre, la petite fille cherche. Alors, c'est vrai que ça, c'est ce que semble dire le livre. Et j'en suis tout à fait d'accord. Il y a un aspect curatif, thérapeutique par l'art. Maintenant, je vais vous dire une chose. À titre personnel, donc je fais un peu la dissociation entre ce qu'on trouve dans le livre et ce que je pense moi. À titre personnel, je dois admettre que j'ai trop de considération pour les gens qui sont médecins ou les gens qui sont malades pour dire que l'art a, à proprement parler, un rôle curatif ou thérapeutique. Guérir quelqu'un ou chercher à se guérir soi-même, c'est une ambition trop grave, trop sérieuse pour laisser penser que ça pourrait être la fonction d'une œuvre d'art. En revanche, ce qui est vrai, c'est que bien souvent, les œuvres d'art ont le pouvoir de consoler, et c'est déjà pas si mal. Oui, mais l'art joue-t-il un rôle dans l'éducation de l'empathie? Parce que dans votre livre, chaque peinture, chaque tableau a une histoire humaniste. Disons que je pense que quand on se met à regarder vraiment, à prendre le temps de poser des yeux sur des sculptures, des peintures, des photographies, des installations, on prend conscience de ce qu'est le rôle du regard, quelque chose de fondamental dans une société. Les yeux dans les yeux, se regarder. Se regarder, c'est aussi une meilleure manière de s'écouter, d'écouter les autres, enfin, d'être, je dirais, en connexion. L'art est fondamentalement, dans l'expérience esthétique, un moment plutôt individuel, c'est vrai. En tout cas, c'est intuitivement comme ça qu'on le sent. Mais c'est un excellent vecteur de mise en rapport, de mise en commun. Et donc oui, je crois bien sûr que l'art a des vertus d'initiation à l'empathie, absolument. Mais vous trouvez qu'il y a trop de prétendre de l'art à avoir aussi un rôle éthique, moral? Ma conception à moi, c'est que l'art est vraiment intéressant quand il se dépasse lui-même, quand il ne se limite pas à un dispositif formel, symbolique, esthétique. Quand il est porteur de ce que j'appelle de temps en temps un précipité moral, un message philosophique, une épaisseur existentielle. On peut y mettre les mots qu'on veut. Pour reprendre une phrase d'un artiste que j'aime beaucoup, qui n'est pas dans le livre, et la phrase n'est pas dans le livre non plus, qui s'appelle Robert Filiou, l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. J'adore cette phrase. Et je me l'approprie volontiers. Pour autant, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger tout ce qu'est le bonheur simplement d'un petit moment d'extase devant une œuvre, que ce soit une œuvre visuelle ou quand on est emporté en écoutant un air de musique ou quand on est saisi par la lecture d'un poème. Mais à titre personnel, ce que je recherche en effet, c'est ce bonheur existentiel qu'il peut y avoir dans une œuvre. Je fais quand même bien la différence entre cette dimension philosophique et le fait qu'une œuvre soit morale ou pas morale.
morale ou immorale. Évidemment que la liberté, qui est normalement l'une des grandes prérogatives de l'artiste, et même ce qu'on attend de lui, doit le porter à, non pas aller contre la morale, mais en tout cas à ne pas s'en soucier de manière exclusive et automatique. C'est la signification du kalasagaton grec, d'avoir le beau et le bien dans la même chose. Ça ne signifie pas être moral ou être moralisateur. Non, bien sûr que non. Il n'y a rien de pire que... Enfin, il n'y a rien de pire. On est dans une époque de grand retour de la morale, à tout niveau, hein, à droite, à gauche, au centre. La morale revient de façon extrêmement spectaculaire. Évidemment, toujours pour des bonnes raisons aussi. Il ne s'agit pas de dire que c'est une catastrophe absolue, pas du tout. Les motivations sont des très bonnes motivations, mais les conséquences à long terme du rouleau compresseur de la morale peuvent être parfois un peu problématiques, d'autant que, politiquement, comme vous le savez, le camp d'en face récupère toujours les conquêtes du camp qui a porté un combat. Et ça, c'est de bonne guerre. Il faut bien admettre que entre droite et gauche, pour le dire de manière un peu simplifiée, si la gauche se sert d'un argument, la droite va pouvoir dire derrière, ben, on se l'approprie, et inversement. Et du coup, quand le nouveau paradigme devient la morale... Quand la morale devient idéologie. Ça peut, je dis bien ça peut, conduire à des moments un peu difficiles. Ouais. Au cancel culture, on parle trop de ce phénomène. J'en parle pas beaucoup dans le roman. Non, pas du tout. Pourquoi un grand-père et une petite fille? C'est un lien qui saute une génération. Quel est le rôle de grand-père? Écoutez, en fait, je crois qu'entre grands-parents et petits-enfants, dans de très nombreux cas, je ne dis pas toujours, mais dans de très nombreux cas, il y a un lien assez miraculeux qui s'opère. Vous savez, entre parents et enfants, même dans des familles qui sont aimantes, je ne parle pas des familles dysfonctionnelles, etc., mais même dans les familles aimantes, le lien parent-enfant, le lien direct, est souvent un lien où il y a beaucoup de pression, beaucoup de rapports de force. Hein. Et il y a quelque chose de plus libre, de plus détendu, de plus émancipé, et donc de plus inventif, dans ce lien entre grands-parents et petits-enfants. Moi, je l'ai vécu comme ça personnellement. J'ai été en partie élevé par ma grand-mère, qui n'a rien à voir avec le personnage de Henri dans le livre, absolument rien. Elle avait pas du tout, c'était pas quelqu'un de bête, loin de là, mais elle avait pas beaucoup de culture, etc. Mais avec elle, il y avait une part de jeu, une part ludique que j'avais pas du tout avec mon père ou avec ma mère. Et donc, je me suis inspiré de ce qu'a été cette sensation de l'enfance pour créer ce rapport entre Henri et Mona. Et ce que je dois vous dire, c'est qu'en discutant avec des lecteurs, il y en a beaucoup qui se reconnaissent soit dans le petit enfant qu'ils ont été, soit dans la grand-mère ou le grand-père qu'ils sont devenus. Et ça me touche énormément. Ouais, monsieur. Pourquoi une œuvre à la fois? Parce que vous savez que les touristes modernes peuvent visiter un musée dans 1 heure, 2 heures. Oui, mais je leur interdis pas. Je vais être franc avec vous. Ce livre, c'est un roman. Et dans ce roman, évidemment, je raconte une histoire qui donne le sentiment que moi-même, je serais quelqu'un qui prendrait un temps infini devant les œuvres. C'est pas le cas. Je suis comme tout le monde. Bien sûr que quand je vais dans un musée, parfois j'ai les mains dans les poches, je regarde en sifflotant. Parfois j'ai mon téléphone portable à la main et je fais autre chose. Parfois j'ai le téléphone portable, je prends en photo les tableaux et les cartels. Tout le monde est libre de faire, chacun est libre de faire l'expérience qu'il souhaite des œuvres d'art, des musées, des galeries, des collections. Je ne donne pas de leçons là-dessus. Maintenant, c'est vrai, dans le livre lui-même, dans le roman, il y a cette expérience de la lenteur, de la contemplation. Une façon, au fond, de dire, bon, maintenant, il y a cette leçon devant Canaletto, il faut mettre le monde à l'arrêt, il faut mettre le monde sur pause dans le livre. Et bien là, c'est pareil. À un moment donné, Henri et Mona décident un peu de faire pause. Et si ça peut donner des idées à certains touristes ou amateurs d'art, tant mieux.
Mais je ne veux pas donner l'impression que ce serait la méthode unique de rencontre avec une œuvre d'art. Mais vous pensez que cette culture de masse détériore-t-elle l'art élevé ou au contraire, je ne sais pas, la démocratisation des musées de l'art est-elle bénéfique socialement? C'est paradoxe, Oui, bien c'est sûr. une limite entre... Comme vous le savez, ce sont des questions essentielles sur lesquelles, au bout d'1 an ou 2 ans de discussion, on n'aurait pas encore tout à fait épuisé tout ce qu'il faudrait dire. C'est, je crois, impossible de considérer d'une manière ou d'une autre que la démocratisation est une mauvaise chose. Dans l'absolu, la démocratisation de la culture est toujours une bonne chose. Je comprends tout à fait certains points de vue plus conservateurs. Souvent, j'y adhère moi-même en me disant, mais quand même, il y a une dégradation, il y a moins de respect, est-ce que les gens comprennent? Bien sûr, évidemment, je suis comme tout le monde, parfois je me dis, ah, ça m'énerve, j'aimerais bien que les gens saisissent à quel point c'est important. Mais là, je crois qu'il faut faire confiance aussi à ce que l'humanité peut avoir de meilleur en elle-même. Et bien souvent, ce n'est pas parce qu'une attitude au musée, un comportement au musée, semble en décalage avec la grandeur, la sacralité, l'austérité, la beauté qui est alentour, que le public en question n'en tire pas quelque chose de profond, de significatif, qui infuse pour le meilleur dans son existence et donc dans la nôtre, à nous tous. Donc j'ai plutôt tendance à m'en réjouir, même si parfois ça me met, comme tout le monde, un peu en colère. C'est difficile d'entraîner la curiosité dans des autres, d'enseigner la curiosité, parce que regarder une œuvre d'art, ça veut dire mettre en jeu la curiosité. Vous avez raison, vous avez raison. D'abord, moi, je trouve que les gens sont plus curieux qu'on l'imagine. Il y a quand même un appétit de savoir qui est très partagé. C'est simplement que on a parfois l'impression que la curiosité devrait toujours porter sur les mêmes domaines. Mais vous savez, autour de moi, j'ai des jeunes gens qui sont pas forcément curieux d'art, mais qui sont très curieux de géographie, de découvrir le monde, très curieux de tous les miracles qui se passent dans la sphère numérique ou informatique, très curieux du monde des sciences. Vous savez, des gens qui ont une très très grande, très fine connaissance de la chimie ou de la physique, mais ce sont des univers en soi extraordinaires, de l'astrophysique. Et je suis personne pour leur reprocher de s'intéresser plutôt à l'espace-temps plutôt qu'à ce qui se passe dans les musées. Ceci étant, ce qui est tout à fait intéressant, c'est à un moment donné d'arriver à créer des convergences. Et c'est vrai que, par exemple, dans le livre, Henri emmène Mona voir l'astronome de Vermeer, pour donner un exemple, qui n'est pas qu'une œuvre d'art. C'est bien au-delà. Non seulement c'est un tableau incroyable de beauté, de finesse, mais c'est aussi un morceau d'histoire des sciences. C'est un témoignage de ce que la curiosité humaine peut avoir donné ensuite de plus fécond. Donc, j'ai toujours du mal à me dire que moi, je viens donner des leçons aux autres. Ce que j'aimerais, c'est qu'on se parle davantage et qu'on fasse converger nos curiosités mutuelles. Mais on peut comprendre le monde en l'absence de l'art. Par exemple, que peut remplacer l'art pour une personne qui n'a pas le Louvre, l'Orsay à portée de la main? 2 réponses essentielles là-dessus. D'abord, une prudence d'abord. Je ne veux pas faire de généralité. Il y a plein de gens qui, sur la planète, y compris dans les pays développés, n'ont pas Internet, etc. Je le sais, hein. Mais enfin, écoutez, moi, je suis né en 1977. J'ai grandi dans les années 80 où il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, par le biais de l'informatique, il y a un accès à la culture qui est extraordinaire. Extraordinaire. Vous avez tous les tableaux du monde numérisés de façon absolument fabuleuse. Vous avez de la littérature. Vous avez, si vous voulez écouter une interprétation de Bach ou de Mozart par Celibidache en ligne sur YouTube, c'est possible. C'est absolument incroyable. Donc,
quand bien même vous n'avez pas le Louvre, Orsay ou Pompidou autour de vous, il y a quand même des ressources incroyables en ligne, première chose. La deuxième chose, pour le dire en France en tout cas, mais c'est le cas également en Roumanie, le patrimoine que nous avons juste à côté de nous, mais c'est fabuleux. Vous pouvez aller dans des musées d'histoire naturelle, dans des musées d'art et tradition populaire. Vous pouvez aller regarder les architectures qui vous entourent. Aussi bien les architectures médiévales si vous allez dans les Carpates, que regarder la manière dont l'architecture art déco a été appropriée, pour le meilleur ou pour le pire, mais dans des dispositifs plus modernes. Donc, si vous voulez, je ne crois pas qu'il n'y ait que le Louvre, Orsay et Beaubourg qui nous permettent d'être une voie d'accès à l'art, pas du tout. Et d'ailleurs, je voudrais juste finir là-dessus. Quand Henri emmène Mona dans ses musées, c'est souvent en lui montrant dans ses musées, pas toujours, hein, mais des choses très inattendues de ces musées, pas les grands chefs-d'œuvre. Oui, oui. S'il va voir Manet, c'est pas pour aller regarder le déjeuner sur l'herbe ou pour aller regarder le joueur de fifre, mais simplement un petit tableau qui figure juste une asperge. Quand il va aborder l'histoire de la photographie, ce n'est pas en découvrant les grands pionniers comme Gustave Le Gray, Talbot ou Daguerre. Non, c'est Julia Margaret Cameron, qui est une photographe fabuleuse, mais moins connue, moins iconique que les pionniers. Donc voilà, c'est le signe que absolument en Comment tout et vous partout, avez on peut le choisi faire. les peintures? En fait, c'est venu dans un premier temps, j'avais fait une liste extrêmement large, et dans un deuxième temps, c'est plutôt le personnage de Henri qui a dicté les choix. Il fallait que ce soit cohérent littérairement avec ce personnage. Et j'ajouterai une chose, c'est que ce choix large s'est rétréci parce que j'ai voulu qu'il y ait une unité de lieu qui était Paris avec ses 3 actes, le Louvre, Orsay, Beaubourg, et une unité de temps, seulement 1 an, donc 52 semaines, donc 52 œuvres. Ça a été l'entonnoir qui a dicté une sélection beaucoup plus resserrée. Donc voilà. Et c'est plus pour des raisons littéraires le choix qu'avec la prétention de faire une histoire de l'art. C'est pas une histoire de l'art, c'est une histoire subjective de l'art. Et encore, si c'est subjectif, c'est la subjectivité de Henri, c'est pas la mienne. Et chaque tableau, chaque peintre a une histoire. Oui. C'est très important de dire une histoire. Oui, oui, oui. Il y a plein d'histoires en fait enchevêtrées dans ce livre. Il y a l'histoire des personnages qui ont tous plusieurs histoires, hein, à la fois les personnages principaux et secondaires. Il y a l'histoire de l'art, il y a l'histoire des œuvres, il y a l'histoire des artistes, et il y a l'histoire avec un grand H, la grande histoire. Et tout ça s'enchevêtre, et ce que j'essayais de faire, pas tout le temps, parce que c'est pas possible, et ça aurait été un peu lourd, un peu systématique, mais c'est des échos entre ces strates d'histoire, ces strates de récit. Il y a des moments dans l'histoire où la petite histoire, l'histoire de l'homme, est en contradiction avec la grande histoire. Et l'art, une façon d'évader, d'échapper le grande histoire. Absolument, oui, bien sûr. Comme vous le savez, il y a l'histoire, ce sont des grandes forces qui sont souvent antagonistes, mais composées de millions de récits individuels. La force des artistes, depuis la Renaissance, c'est justement d'être une incarnation assumée de l'affirmation de l'individualité, c'est-à-dire J-E a le droit de dire je. Et la deuxième chose, c'est l'émancipation des formes. Tous les moyens d'expression sont légitimes pour que je puisse s'affirmer. Il n'y a pas que l'artiste qui fait ça, le scientifique peut le faire aussi. Mais ça permet, à travers l'art, d'avoir des moments d'interrogation, voire de contestation, et même parfois de révolution sociale, là où la domination historique est très prégnante. Donc évidemment, c'est très précieux. Par exemple, en Roumanie, on prétend d'un écrivain de dénoncer le mal historique
le mal politique quand ils voient le mal. On a la même prétention pour les artistes. Pour Dali, par exemple, il était cette histoire avec la guerre. Alors, bien évidemment, les artistes, je crois, cherchent à asseoir ce qui pourrait être un monde meilleur. Mais il faut être prudent avec ça. Parce que dès lors que les artistes se mêlent trop de politique, souvent ça donne des catastrophes. Ouais. D'autre part, il ne faut pas oublier que la force artistique elle-même, elle peut servir les causes les plus terribles, parce que ça peut devenir de la propagande, parce que ça peut servir des messages qui sont des messages horribles. En d'autres termes, et là c'est plus l'historien de l'art que le romancier qui parle. Vous savez, j'ai écrit un certain nombre d'essais en histoire de l'art. En d'autres termes, je crois qu'il ne faut pas idéaliser ce que serait l'art en général et les artistes en particulier. Et plutôt toujours s'interroger sur la dimension humaine qui traverse tout ça. Oui, oui. On a eu ce débat concernant Peter Handke, l'écrivain. Il a été récompensé avec le Nobel pour la littérature, mais en même temps, il a soutenu Milošević et le régime, le mal régime. Absolument. C'est cette contradiction entre l'homme et l'artiste. Oui, oui. C'est des très très vastes questions parce que là-dessus, moi, je suis pas suffisamment spécialiste de cas individuels pour pouvoir dire quoi que ce soit. Il faut aussi avoir la modestie de suspendre son jugement parfois. Évidemment, je ne crois pas que Milošević fut une personnalité recommandable. Il a été jugé, condamné, il n'y a pas de doute. En revanche, je fais toujours attention, on me dit souvent, mais tu te rends compte, il a fait ceci ou il a fait cela. Dans des situations que moi je ne maîtrise pas, ça c'est aussi le travers de l'historien, c'est d'avoir une certaine prudence pour éviter simplement de crier avec la meute. Bon, il faut du recul, il faut du temps, il faut consulter des archives, il faut faire confiance à des experts en les connaissant eux-mêmes. Voilà, je fais preuve souvent de prudence. Ouais. Que les choses soient claires, je suis pas en train de défendre Milošević. Non, bien sûr. Voilà, c'est pas ce que je fais. Il est bien difficile de juger le passé des autres. Évidemment. Donc, voilà. La question se pose à un moment donné dans le livre avec notamment le grand artiste du néoclassicisme, Jacques-Louis David, grand artiste français, immense artiste extraordinaire, dont les œuvres sont fabuleuses, mais qui est très certainement ce qu'on devrait appeler un sale type pour plein de raisons. Et l'une des premières raisons, c'est que ça a toujours été un artiste opportuniste avec les forces en présence. Il a défendu la monarchie de Louis XVI, puis a voté sa mort, avant de devenir un révolutionnaire de la terreur. Et puis ensuite a souscrit au règne de Napoléon. Donc, bien évidemment que quand on suit le cheminement individuel, on se dit, c'est quelqu'un qui a toujours été du côté des puissants, au prix de trahison et au prix aussi de la violence. Et Mona et Henri en discutent. Ils en discutent. Mais pas pour être dans la condamnation, pardon, mais simplement se contenter de dire il est méchant, il est pas gentil. Je trouve pas ça très intéressant. Et la question, si c'est, je sais pas, les options idéologiques, politiques, humaines ont affecté l'œuvre d'art ou pas. Parce qu'on a ce débat concernant les écrivains roumains qui ont vécu à Paris, comme Eugène Ionesco et Émile Cioran, parce qu'ils ont été, pendant la jeunesse, d'extrême droite. Mais c'était le Zeitgeist. Oui. Dans toute l'Europe, c'était la droite qui... Oui. C'est drôle d'ailleurs ce que vous dites, parce que je ne vais pas rentrer trop dans ces questions, mais c'est pas facile d'interpréter aujourd'hui Rhinocéros de Ionesco. J'aurais du mal à dire... Alors, je sais que, en fait, les deux bords opposés le récupèrent à leur compte.
l'extrême gauche fait de rhinocéros une pièce qui serait aujourd'hui la métaphore du fascisme galopant, de la fascisation galopante des esprits, et l'extrême droite d'une espèce de convergence idéologique où on ne pense même plus et où on condamne avant même d'avoir pensé. C'est assez curieux. J'ai des intuitions là-dessus, mais malheureusement, je suis vraiment pas du tout. Vous voyez, même ce que je viens de dire est quand même beaucoup trop peu étayé pour que je puisse me prononcer sur la question. Concernant Cioran, que je connais mal, que j'ai lu comme tout le monde avec beaucoup d'admiration littéraire, parce que pendant l'adolescence, c'est l'âge. Non, j'ai relu après. Non, j'ai pas lu que pendant l'adolescence, parce que c'est d'une puissance littéraire, d'une intelligence quand même qui demande un peu de maturité. Je vois ce qu'il peut y avoir de charmant pendant la post-adolescence, mais j'ai quand même relu après. L'existentialisme. Oui, ça nous conduirait trop loin, puis il faudrait que je relise en plus. C'est facile de poser des étiquettes comme à UNESCO. Oui. Tu peux poser une étiquette de l'extrême gauche, de l'extrême droite. Oui. Bon, en plus, là vraiment, je le fais. Il faudrait que je travaille dessus. Là, c'est un peu superficiel ce que j'ai raconté. Donc, pardonnez-moi. Non, mais on discute. Voilà. On a une attitude pareille avec Brunkush parce qu'on essaie de renationaliser Brunkush. Alors, c'est une autre grande question. C'est là aussi très 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 intéressant. On sort d'un siècle dans lequel il y avait la volonté justement de faire exploser les cadres nationaux au service de l'universalisme, du mélange des cultures. Mais comme aujourd'hui l'universalisme est l'objet d'une critique extrêmement féroce, que se passe-t-il de façon logique? Il y a des appropriations nationalistes qui reviennent au galop à tous les niveaux, hein, ça ne concerne pas que la Roumanie. En France aussi? Alors, en France, c'est différent parce que comment dire? En France, je ne pense pas, je suis pas un spécialiste de cette question, hein, mais en France, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait une volonté de se réapproprier les choses sur le plan national, si ce n'est plutôt dans la droite dure. En revanche, du côté des forces plutôt de pensée de gauche, même si là on fait des grosses catégories un peu lourdaudes, hein, parce qu'il y a plein de nuances là-dedans. Bien évidemment qu'il y a un soutien à une forme de retour en force des identités et par conséquent aussi d'identité nationale. On ne peut pas y échapper. À partir du moment où on dit il faut revenir à des identités culturelles et que celles-ci reprennent conscience de leur passé pour ensuite s'émanciper, et forcément, vous recréez des bassins comment dirais-je, plus nationalistes. C'est forcé. On peut s'en défendre, on peut dire mais non, pas du tout. C'est forcé. Bon, je juge pas. Peut-être que c'est mouvement naturel, vous savez, de... Oui, peut-être. Je dis juste qu'il faut rester vigilant dans ces cas-là. Voilà, c'est tout. C'est ma dernière question. Il m'intéresse un peu le plan humain. Mona risque de devenir aveugle et son grand-père l'amène voir tous ces tableaux, mais elle finit par les voir réellement, mais pour voir bien plus que cela. Par exemple, l'histoire de sa grand-mère. Mais vous ne développez pas l'histoire de sa grand-mère. Ah, si. C'est un traumatisme. Oui, enfin, je la développe, alors, sans dire l'histoire de la grand-mère, devient très claire dans les dernières pages. Alors, voilà, il y a la mort. Oui, en fait, dans le roman, il y a 4 arcs narratifs principaux qui sont Mona et son grand-père, bien sûr. Il y a ce qui se passe pour Mona à l'école, ce qui se passe en famille, ce qui se passe dans le milieu médical. Donc ça en fait 4. Et puis il y en a un 5e, qui est celui qui, d'une certaine manière, les unit tous, mais qui, au lieu d'être développé tout au long du roman, n'apparaît que de manière en clair-obscur au début, prend un peu plus de consistance à partir du milieu et accélère à la fin. Maintenant, sur le plan purement littéraire, je ne voulais pas non plus qu'on ait
qu'il y ait trop de strates de temporalité dans les histoires personnelles des personnages, alors qu'on a déjà toutes ces strates de temporalité qui concernent les œuvres d'art. C'est aussi un stade psychologique. Quel est le rôle de trauma? Vous pensez par exemple, on parle trop dans les sociétés contemporaines de trauma et de traumas qui sont hérités, qui sont génétiques, qui passent d'une génération à l'autre. Vous pensez que c'est possible comme ça de passer le roman raconte plutôt ça, plutôt, pas exactement ça, mais plutôt ça. C'est pas un roman sur cette transmission du trauma, mais c'est présent. Moi, personnellement, je suis sûr et certain que, évidemment, le trauma sur le plan psychologique peut avoir des effets sur une vie absolument immenses, y compris sur le plan physique. Hein. Et en revanche, cette idée que ça deviendrait intégré génétiquement, je l'entends dire, j'ai pu le lire, mais pareil, je suis pas suffisamment spécialiste de génétique je trouve que c'est une idée intéressante. Peut-être que pas génétique, mais l'histoire qu'un enfant ne connaît pas, mais il sait qu'il s'est passé quelque chose de mal. Oui. Et Mona, elle intériorise oui. l'histoire de sa grand-mère sans savoir l'histoire. Elle l'a quand même un petit peu vécu. Elle l'a quand même un petit peu vécu, donc elle l'a éprouvé dans sa chair. Ce qui n'est pas la même chose que aujourd'hui certaines théories qui disent que ce qui a été éprouvé dans sa chair par quelqu'un il y a 4 ou 5 générations, en fait, continue à infuser biologiquement. Je pense que c'est tort. C'est déjà aujourd'hui. J'en sais rien, mais je trouve que c'est séduisant comme idée. Je peux absolument pas, là, il faut parler avec des gens plus sérieux que moi pour trancher, si c'est vrai ou faux. Vous travaillez maintenant un autre livre? Oui, alors d'abord, moi je travaille tout le temps sur plein de livres, tout le temps. Je peux pas me passer de ça. Je dois dire une chose, c'est que même si Les Yeux de Mona est un grand succès dont je suis très heureux, par ailleurs, je n'abandonne pas mes travaux comme historien de l'art, mes travaux académiques, universitaires, qui évidemment n'ont pas du tout la même portée en termes de public et d'audience. Mais par ailleurs, j'ai des choses en tête. Vous savez que si le premier livre a un tant grand succès, il est vraiment difficile d'écrire le deuxième. Oui, mais je vais vous dire, je pense que ce serait quelque chose de compliqué à gérer si j'avais 20 ou 25 ans. Mais ma vie, elle est déjà bien lancée, elle est structurée. J'ai la quarantaine. Donc, je le ferai si j'ai envie de le faire. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, ma vie, elle est là. Donc, je suis pas intimidé par le succès de Mona. Bon, merci. Merci à vous.